Je suis ravie d'accueillir Madame Laurence Vanin que vous venez de présenter, philosophe, essayiste, docteur en philosophie politique et épistémologie, hein, c'est ça. Vous enseignez à l'Institut méditerranéen du risque, de l'environnement et du développement durable à l'Université Côte d'Azur Nice. C'est bien ça, je ne me trompe pas jusqu'ici. Je crois que vous avez été nommé philosophe de la résilience par Boris Cyrulnik. Voilà, donc on est ravis en tout cas de vous accueillir et je vous passe la parole pour ce sujet qui va peut-être vous sembler très éloigné de vos préoccupations, hein, puisque le titre de votre intervention, c'est l'écosophie au service des territoires intelligents. Mais on va comprendre le rôle que jouent les collectivités avec vous. Je vous en prie, je vous passe la parole pour cette présentation d'une vingtaine de minutes, parce qu'on est contraint par le temps, mais en tout cas, et puis vous pourrez poser d'autres questions si vous le souhaitez après. Merci, madame. Bonjour, attendez, je vais peut-être... Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie d'être parmi vous. Merci de m'avoir fait l'honneur de m'inviter. Je suis ravie, bien sûr, de pouvoir être ici. Je suis ravie aussi qu'il y ait une suite à notre rencontre à Monaco, lors d'un salon sur les mobilités. Et je suis très heureuse, finalement, qu'on ait concrétisé avec cette suite. Une suite qui, pour moi, est logique, puisque quand j'ai entendu votre intervention à Monaco, j'avais été sensible à certains axes que vous défendiez. Et pour ma part, vous aviez été sensible aussi à certaines de mes idées. C'est ce qui a fait la rencontre. Et donc, j'en suis ravie, d'autant plus que les philosophes sont peu entendus en ce moment et ne s'expriment pas forcément sur ces sujets-là. Et donc, je suis très heureuse de pouvoir vous parler de ces territoires intelligents, de l'IA, de l'écosophie. Alors, l'écosophie, ça peut sembler être un terme barbare, mais ça vient de écologie. Et la sophie, la sophia en grec, ça signifie la sagesse. Donc, si on pense l'écologie avec sagesse, eh bien, on est dans la sobriété énergétique dont on nous parle aujourd'hui. Donc, vous voyez, les mots barbares, en réalité, sont des mots très simples. C'est du jargon de philosophe, mais parfois, c'est sympa parce que quand je dis oui, c'est une question d'écosophie, tout le monde me regarde en disant mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Et là, je suis ravie parce que je me dis l'effet a fonctionné. Il fallait qu'il s'interroge sur le mot et c'est fait. Alors, on va avancer sur la slide suivante. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, je travaille sur le concept de Smart City. Comme vous l'avez rappelé, je suis titulaire de la chaire Smart City, philosophie et éthique, où on applique la philosophie aux technosciences et notamment le monde de demain et la ville de demain. Et pour moi, la ville de demain, la Smart City, vous le savez, elle existe déjà. Et on oublie de le rappeler, elle existe déjà, avec des modèles qui ne nous correspondent pas forcément. Hein. On peut penser à Singapour et autres. Et nous avons en France un potentiel énorme et nous avons des villes qui sont smart, nous avons des quartiers qui sont smart. Et moi, j'en arrive à penser une smart ruralité et des smart villages. Et on ne le dit pas suffisamment. On ne peut pas penser une smart city en ne la connotant que sous le biais de la grande ville, en fait. Et puis, quand on en parle, notamment Paris a donné l'exemple, en disant le projet Smart City est un projet pour 2050. Je vais vous le développer juste après. Pour moi, 2050, c'est tard. Puisqu'on a aujourd'hui des urgences, et on se rend compte que si on attend 2050, si je sais compter, on n'est qu'en 2022, ça veut dire qu'il y a quand même un nombre d'années qui seront perdues. Or, notre difficulté aujourd'hui, c'est d'arriver à penser vite et changer de modèle, ou en tout cas de pragmatisme, pour pouvoir ensuite entrer dans un nouveau monde, en oubliant un peu le vieux monde, si vous voulez, mais pas oublier nos mémoires, hein, pas oublier notre histoire, notre tradition, nos savoir-faire. Hein. Quand je dis faut oublier le vieux hier, c'est faut oublier nos vieilles façons de penser, puisqu'on a compris que d'une certaine façon, la sobriété nous amenait à consommer différemment, mieux et peut-être de manière plus, responsable. Donc voilà, le projet Smart, c'est un projet à 2050. Comme j'aime à dire, 2050, finalement, les générations que ça va concerner ne sont pas encore nées. Donc nous avons un devoir de mémoire, nous avons charge d'âme pour ces jeunes à venir, parce qu'ils devront, entre guillemets, être dans un monde dans lequel ils seront heureux. Ensuite, nous avons à définir cette Smart City, je vais le faire juste après, et ensuite, nous devons penser à accompagner l'innovation. Et accompagner l'innovation, ça passe par les bonnes pratiques, les bonnes questions à se poser et la formation des élus. Alors je sais que je touche un point peut-être un peu sensible ou un peu critique, mais parfois les élus ont l'impression de connaître les sujets de Smart City ou Smart Village, mais ils n'en connaissent que les grandes lignes. Et je trouve que c'est intéressant de s'y intéresser davantage, parce que vous verrez qu'il y a des tas de possibilités, de potentialités que vous n'utilisez pas. Et il y a aussi, parfois aussi, un réenchantement possible de la cité et du lien collectif lié à la modernité. Une modernité qui est salvatrice parfois, et pas toujours une modernité dévastatrice. Donc voilà, j'ai mis ce petit schéma un peu sympathique entre l'ego et l'éco.
Vous avez compris que l'ego, c'est l'homme qui est placé au-dessus de tout, comme si l'homme était une espèce extraordinaire par rapport aux autres. Je rappelle simplement qu'on pourrait très bien disparaître complètement de la planète et que des insectes seraient toujours là. Deuxième point, l'écosystème fait que nous sommes tous liés. Les vivants en danger ou en péril aujourd'hui, eh bien c'est aussi nous et pas simplement les animaux. Ensuite, en haut, je vous ai mis cette espèce de spirale qui nous ramène à une ampoule, uniquement pour vous dire qu'on peut tourner en rond, hein, mais aussi on peut éclairer quelque chose, on peut avoir des idées. Et quand ça devient lumineux en philosophie, hein, c'est le Eureka, ça y est, on a trouvé les choses. Ensuite, on a un autre point qui est intéressant, c'est cette fameuse planète qui est dévorée. On nous le rappelle chaque année, hein, on nous dit, on est en consommation excessive. Donc si on est trop gourmand, si on dévore trop, eh bien à un moment donné, on entame ce qui ne devrait pas être attaqué en quelque sorte à cause de nos excès et de la non-maîtrise de nos désirs, j'ai envie de dire. Donc on avance à la slide de plus loin, je vous amène maintenant dans les territoires de demain. Alors j'ai volontairement pris par provocation, vous l'avez compris, la ville de Paris, non pas pour vous perturber ou vous donner le sentiment que vous allez être oublié parce que vous n'êtes pas la ville de Paris. J'arrive de Nice, donc autant vous dire que je suis la province, hein, donc c'est aussi important de le rappeler. Mais c'est surtout pour vous montrer à quoi ça ressemble le projet Smart City. Et c'est surtout un projet qui a été lancé en 2012. Le mot Smart City a été employé pour la première fois par le directeur d'IBM, qui était en déplacement à Nice et qui avait utilisé ce terme pour parler de la ville solution. La Smart City, c'est la ville solution parce qu'elle répondra à certains critères ou certains problèmes dont je vais vous parler juste après. Et donc nécessairement, cette ville-là, il faut la créer au plus vite. Le concept a maintenant 10 ans. Et les 3/4 des gens ne se sont pas rendus compte que le concept avait déjà vieilli. Donc, à quoi servait l'idéal de la Smart City ? On pensait à une concentration de population qui allait affluer en nombre et volumineuse d'ailleurs vers les villes. Ça allait entraîner davantage de pollution parce que des mobilités, des voitures qui polluent, la consommation elle-même pollue. Donc il fallait aussi considérer tout ça. Des flux urbains, puisque maintenant il faut imaginer que tous les gens en ville se déplacent. Alors c'est les transports en commun. Maintenant on a les micro-mobilités avec les trottinettes. On a des piétons. On a des vélos, demain on aura des drones, on a des véhicules autonomes qui sont capables de faire des livraisons. Tout ça, il faut déjà s'imaginer ce schéma de ces mobilités modernes, nouvelles, qui vont se conjuguer et se lier à des mobilités plus classiques. Ensuite, on a la problématique du logement. Comment loger tous ces individus de manière à ce qu'ils aient un minimum de confort, parce que la ville, pour eux, est une ville attractive, parce que c'est souvent la ville qui amène de l'emploi. Comment consommer intelligemment ? Donc on crée des bâtiments qui peuvent se réguler, on appelle ça des smart grids, et en même temps, comment amener de la sécurité en ville, parce que bien évidemment, c'est une nécessité. Alors si vous regardez cette image derrière, elle est fabuleuse. Vous avez le bas, vous avez les bâtiments haussmanniens, traditionnels, et l'ancien, on a du mal à le rénover pour en faire quelque chose de moderne. Ça coûte très cher. Donc on peut envisager que les smart vont se construire au-dessus de l'existant. En même temps, j'ai pris cette photo parce qu'on garde la Tour Eiffel. Parce que si toutes les villes sont construites de verre, en hauteur, etc., comment demain on va distinguer la ville de Paris de la ville de Bruxelles, de la ville de New York ? Comment, à un moment donné, on a envie aussi d'une typologie du territoire avec quelque chose qui nous ressemble et notre histoire ? Et la Tour Eiffel fait partie de notre patrimoine, comme bien d'autres choses d'ailleurs, puisqu'il y a aussi les patrimoines immatériels. Moi, j'arrive de Nice, dans le pays grassois, nous avons les parfums. Voilà, c'est du patrimoine immatériel, mais nous y tenons beaucoup. Et puis, vous pouvez observer ces tours-là, mais il y a des systèmes un peu arrondis, vous voyez, comme des longueurs qui descendent comme ça. Bien, ce sont des possibilités pour récupérer l'eau de pluie, pour pouvoir arroser toutes les plantes qui sont en façade. Je rappelle simplement que vous avez un devoir d'avoir la main verte, parce que comme il n'y a plus de rideaux aux fenêtres quasiment, si vous n'avez pas la main verte, eh bien non seulement vous avez une visibilité chez vous, mais en plus vous pouvez embarrasser tous vos voisins, et moi c'est ce que je redoute terriblement. Bref, on a compris une ville qui était une ville laboratoire et une ville qui maintenant doit sortir de cet aspect-là. Et on veut envisager de nouvelles mobilités, les mobilités physiques, je l'ai dit tout à l'heure, avec les nouvelles mobilités, et en même temps les mobilités numériques. Parce que toutes les informations qui passent par le numérique sont des informations qui nous renvoient, nous, à un aspect plutôt statique. Or, nous l'avons compris, nous sommes des nomades dans nos villes. Et si on n'est pas nomade dans nos villes, on est nomade avec la périphérie des villes.
Et donc, régulièrement, on peut prendre des transports en commun qui nous mettent à 1 heure de distance de notre lieu de travail. Et en fait, nous sommes comme ça dans un nomadisme permanent. Et en même temps, nous avons des besoins par rapport au numérique. Le bien-être et la santé, que je distingue, le bien-être, c'est un état d'esprit. C'est une façon d'être bien ou de bien-être, à vous de décider. Et puis la santé, c'est autre chose. Ça renvoie à l'état général de votre corps. Donc vous pouvez vous sentir bien et être malade, comme vous pouvez être malade et vous sentir mal aussi. Donc vous voyez, il faut faire les nuances. Ensuite, la Smart City, c'est une stratégie multiforme. Il faut penser tous les niveaux, comme s'il y avait des superpositions et quelque chose aussi de tentaculaire. Il faut penser à un système intelligent. D'ailleurs, on dit la Smart City, c'est une ville intelligente. Alors le mot smart, ça veut dire intelligent, ça veut dire rusé, ça veut dire malin. Méfions-nous, parce que le malin, c'est ce qui peut se retourner contre nous. Et en même temps, il faut repenser les architectures en étant très vigilant, parce qu'on a bien compris que si on permet aux gens riches d'habiter aux étages supérieurs, d'avoir une belle vue, et qu'on met des gens pauvres tout en bas, en les mettant dans les endroits où ils n'auront pas de vue particulièrement agréable, enclavés dans des endroits où ils ne verront pas le soleil, parce que tout est carrément trop concentré, eh bien on va faire des malheureux. Il y a une Smart City dans une ville française qui est en train de créer des quartiers que je trouve un peu tristounés, dans la mesure où ils vous disent on met des pauvres et des riches dans le même bâtiment, sauf que les riches sont aux étages supérieurs et qu'on a prévu des matériaux plus modernes et plus luxueux, du marbre, alors que ceux qui sont dans les 5 premiers étages, donc du 0 au 5e, auront des matériaux basiques avec beaucoup moins de luxe. Là, ça me fait mal au cœur parce que je me dis, on n'est pas loin de Titanic, avec les riches avec des cabines vue mer et les pauvres dans les cales ou dans les soutes. Ça m'ennuie un peu. En même temps, donc, ils ont tous fini de la même façon. Comment ? En même temps, ils ont tous fini de la même façon. Le Titanic. Oui. À peu près. Il y en a quand même qui s'en sont sortis parce qu'ils avaient les canaux et pas les autres. Mais c'est cette façon d'afficher, si vous voulez, on a les possibilités avec le numérique de faire des villes plus inclusives et pour permettre à tout le monde d'être là. Moi, j'ai entendu des personnes souffrant d'un handicap me dire quand il y avait le Covid, j'étais heureux. Et ils me disent parce que de toute façon enfermé chez moi j'y suis toute l'année et là pour la première fois j'étais en visio sans qu'on fasse allusion à mon handicap ou qu'on me regarde de manière étrange. Donc il faut penser aussi à ces choses-là qui sont anodines pour nous mais qui sont essentielles. Et la ville inclusive, c'est pas seulement inclusif au sens où on l'entend traditionnellement en disant on va réduire les inégalités. C'est une façon aussi de considérer l'autre. On avance pour la slide suivante. Là, vous avez un autre exemple qui n'est pas inintéressant non plus. Donc ça, c'est carrément un système de ville flottante où on imagine que les gens auront des bureaux en bas, sous l'eau. Au-dessus, vous avez des galeries qui peuvent être des galeries marchandes et de l'habitat. On peut en mettre plusieurs à côté, comme là. Et vous pouvez avoir la ville dortoir, le lieu de travail, le lieu de shopping. En même temps, vous avez des ascenseurs qui vous permettent d'arriver vers le fond de l'eau. Vous allez me dire pourquoi ? Parce que dans des grosses bulles en verre, maintenant on le fait, ça fonctionne. On met un substrat assez riche, on plante des pieds de tomates ou des pieds de fraisier, c'est ce qu'on a fait en expérience. Comme on les a mis à une profondeur où il y a encore de la luminosité qui passe, eh bien, comme il y a une photosynthèse qui se fait, la plante transpire, ça met de l'eau le long de la bulle et ça retombe comme ça. Donc elle s'auto-alimente en eau. Le substrat est riche, donc elle se nourrit. Elle a la luminosité suffisante et donc on a récupéré les premières récoltes de ces tomates et de ces fraises en Méditerranée. Donc c'est les futures solutions, ce sont des idées. Et puis vous avez aussi l'idée des jardins suspendus avec des villes qui seront repensées complètement. Pourquoi je vous dis ça ? Non pas parce que je trouve ça absolument génial, mais pour vous dire que maintenant on va utiliser la verticalité. On va repenser la ville complètement. On va reconsidérer les volumes. On va envisager des paliers. Là où il faudra faire attention, c'est qu'il ne faut pas que les paliers correspondent à des paliers de niveau de vie. Il faudra aussi penser l'espace public. Et puis la notion d'habitat et d'intime. Où est-ce qu'on est dans l'intime dès lors que vous avez des objets qui vous parlent, qui sont connectés, qui sont dans votre maison, qui vous tracent. Comment, à un moment donné, je coupe tout ça, et je suis chez moi, et il n'y a plus tout cet environnement qui peut, en quelque sorte, m'espionner, ou en tout cas m'observer, plus que de raison. Slide suivante. Donc là, je vous amène à l'idée que on passe de la Smart City au Smart Territoire. Alors la Smart City, vous l'avez vu, c'est la ville hyper connectée, où tout est relié. Intelligent, ça veut dire intelligere, religere. Donc tout est relié. Non seulement tout est relié, mais on estime que les citoyens sont intelligents. Eh ouais. Si on a une ville intelligente et que les gens sont bêtes, donc il faut que les gens soient éduqués.
Il faut qu'ils aient une conscience de ce que c'est que la priorité de certaines énergies, l'échange d'énergie entre bâtiments. L'un a des panneaux solaires, fournit en électricité le bâtiment voisin, l'autre récupère l'eau de pluie et alimente en eau les jardins suspendus, le nettoyage des espaces communs et alimente aussi l'arrosage des plantes en extérieur. Tout ça, c'est des petites choses toutes bêtes, mais si vous voulez, ça y est, on est dans le smart grid, on est dans le concept de bâtiments intelligents qui se régulent. Donc ça, on l'a pensé. Mais pour l'envisager, c'est aussi une façon de transformer les mentalités. Ça veut dire aussi que si je suis un citoyen qui habite dans ce genre d'immeuble, eh bien, je sais que je consomme d'une autre façon. Je réfléchis à la façon dont je vais utiliser l'eau dans les communs notamment. Ensuite, vous avez ici un exemple de rue, qui est l'exemple type de l'optimisation absolue de la rue, à défaut de l'optimisation du bâtiment. Là, vous avez tout simplement des systèmes intelligents. D'abord, vous avez des lampadaires. Tous ces lampadaires sont équipés, bien sûr, d'intelligence artificielle. Ils sont équipés de caméras, ils sont équipés de capteurs en tout genre. Donc, ça permet de détecter quand les poubelles sont pleines pour pouvoir venir les vider. Ça a l'air de rien, mais il y a pas mal de fois où les poubelles ne sont pas pleines et les éboueurs passent quand même. Donc, on rentabilise, on optimise par de l'IA. De la même façon, on a des capteurs qui permettent de voir des zones de stationnement. Donc plutôt que de rentrer dans une rue, faire 4 fois le tour, si vous voulez, du quartier parce que vous ne trouvez pas de place, vous avez des signaux lumineux qui vous permettent de voir si des places sont libres ou pas. Vous avez aussi des systèmes de goudron intelligents qui vous permettent de recharger des batteries, à défaut de marcher et de recharger vous-même votre matériel. On a conçu des boîtiers aujourd'hui où si vous avez des panneaux solaires un peu vieillissants, eh bien vous les branchez sur vos panneaux solaires, vous récupérez de l'énergie. Si vous faites un peu de jardinage ou si vous faites un peu de vélo dans votre maison, etc., vous récupérez tout ça et ça vous permet d'allumer la lumière à certaines heures grâce à l'énergie que vous avez produite vous-même par votre mobilité. Ça peut être un projet intéressant, vous faites du sport et c'est lumineux. Ensuite, on l'a bien compris, si on réduit les transports, si on réduit les trajets, si on réduit tout ce qui est inutile, il faut réinjecter dans quelque chose. Alors, bien évidemment, à vous de réfléchir. Si l'IA travaille pour moi, si les tâches ingrates que je ne voulais plus faire, elle les fait à ma place, comment je vais réinjecter une part de mon humanité dans mes actes? Est-ce que j'ai envie de lire? Est-ce que j'ai envie de faire du sport? Est-ce que j'ai envie d'être dans une oisiveté? Est-ce que je préfère m'ennuyer? Il y en a pour tous les goûts, en fait. On ne peut pas demander à l'humanité d'avoir une vision unique sur ses désirs, ses passions, ses envies. Par contre, une façon de dire on va réguler, on va détecter les pollutions, on va faire attention, ça c'est intéressant. Nous, dans le Sud, on a des moments où on nous dit qu'il ne faut pas ouvrir les fenêtres parce que l'air est tellement pollué dehors à cause du trafic routier, eh bien que vous faites rentrer de l'air pollué bien plus que d'aérer votre maison. Pourtant, tous les médecins vous disent tous les jours il faut aérer un quart d'heure, etc. Donc toute cette exploitation du mouvement, par l'IA de toutes nos consommations, de la qualité de l'air, de la qualité de l'environnement dans lequel nous évoluons, ça doit nous permettre de vivre mieux et donc d'augmenter le bien-être, puis la santé. Vous voyez, tout ça, c'est corrélé. Et puis, il y a du tentaculaire. Moi, je l'ai dit, on ne peut pas penser une ville si on ne pense pas les territoires qui y sont associés. Et les campagnes ou le réseau rural a énormément à gagner ou à bénéficier de cette situation. D'abord parce qu'on s'est rendu compte avec la Covid, que les personnes fuyaient les villes parce que l'atmosphère y était irrespirable. Certains y sont restés, d'autres retournent en ville, on le sait bien, parce que l'effet stress, angoisse est un peu retombé. Donc on reprend les mauvaises habitudes. Mais malgré tout, on peut observer une extension des services à la ruralité, avec un accompagnement des démarches administratives, avec des mises en place de cabines dans lesquelles on peut envisager de la télémédecine, on peut envisager des énergies durables, on peut créer des lieux où les gens ne resteront pas chez eux seuls, mais iront dans ces endroits-là pour pouvoir justement se connecter sans avoir à aller dans la ville où ça pollue, où on perd du temps. Donc vous voyez, on peut optimiser des espaces, recréer du liant, du commun. On peut aussi transformer des espaces qui auraient plusieurs utilités, les rendre hybrides. Vous pouvez très bien aller à la crèche et en même temps déposer votre enfant, et à côté vous avez l'épicerie locale où chaque paysan peut laisser son produit phare, etc. Vous pouvez avoir une optimisation des espaces et une rentabilité des espaces parce que justement on mixte les lieux. Donc la ruralité demain doit s'envisager comme une ruralité qui garde son terroir, mais qui en même temps
se dynamise parce qu'elle prend de l'IA, comprend qu'il y a des grands enjeux avec les connexions, comprend que même dans la campagne, il y a des enjeux de risques parce qu'on sait très bien les risques existent, et en même temps, on sait qu'il faut faire attention à la biodiversité, respecter nos terres, parce que nos terres sont nourricières, et donc il y a un rôle énorme de la ruralité, et c'est là que c'est intéressant de repenser les cartographies, repenser la géographie des lieux, repenser les territoires résilients, c'est-à-dire que la campagne est aussi un lieu où on peut se régénérer plus facilement que dans la ville. Et puis une intelligence collective. Il va falloir qu'on soit ingénieux, il va falloir qu'on ait plus de liants. Et ça, je trouve que c'est très intéressant pour les élus des territoires, parce que justement, ils ont une part belle à jouer, parce que jusqu'à présent, on a eu l'impression que c'était les métropoles, les grandes villes, et là, on est en train de montrer que non, les petites communes, la ruralité a une puissance et une réelle existence, et qu'il faut que maintenant, elle se connecte aux villes et puis qu'elle joue sa carte. Et là, ça va réenchanter aussi le lien politique et le lien que peuvent avoir les citoyens, vous l'avez bien compris, à l'égard de la ville. Parce que l'idée, c'est ça. Si on se rend compte qu'on est à la solde, en fin de compte, des grandes puissances, et pour moi, les grandes puissances, ce sont plutôt les GAFAM que les politiques eux-mêmes, eh bien, ça veut dire qu'à un moment donné, on perd la possibilité de pouvoir être heureux et de pouvoir surtout avoir notre libre arbitre. En même temps, on pense à l'autonomie des villes. L'autonomie, elle est importante. Ça est suivante. Surtout ce que vous dites, ça m'inspire par rapport à l'idée qu'on a vu beaucoup, et ces temps derniers, personnes fuir les villes pour aller s'installer ailleurs. Donc ça redéfinit aussi la notion de ruralité, de province dont vous parliez finalement. Tout à fait. Ouais. Et puis, je pense que les hommes sont ingénieux, enfin surtout les femmes, mais ça, faut pas trop le dire. Et quelque part, eh bien, quand on s'installe quelque part, on a envie d'y vivre. On parle toujours de la smart city au masculin. Moi, j'essaye d'en parler au féminin. Pourquoi ? Parce que je trouve que, sans vouloir entrer dans des clichés ridicules, hein, vous l'avez bien compris, mais je veux dire, la femme en ville n'a pas la même mobilité, ne fait pas les mêmes choses que des hommes en ville. Voilà. Un exemple, les pavés, c'est magnifique. Messieurs, je vous donne des talons. Allez vous promener une journée en ville avec des talons. Je peux vous garantir que vous allez comprendre notre douleur. Et donc, quelque part, il faut envisager ces choses-là. Ah oui, c'est très beau des pavés, bien sûr, mais nous, c'est pas praticable. Ou alors, vous acceptez qu'on soit toujours en basket. C'est un peu la mode en ce moment. Mais c'est triste parce que le féminin s'étiole au profit du pavé. Il faut quand même le concevoir. C'est une jolie formule. Alors, je sais que vous avez encore beaucoup de présentations. Vous savez, je suis la dangereuse, dangereux maître du temps. J'aime pas employer le mot maîtresse. Vous voyez ce que je veux dire ? Justement, à propos de féminin. Donc, ça serait, voilà, en une quinzaine de minutes, ça serait génial, même si c'est formidable ce que vous dites et vous expliquez, je sais. J'avance. Donc voilà, vous avez compris. Tous les systèmes de la ville et de la ruralité sont des systèmes connectés avec des gestions opérationnelles, avec de la cybersécurité, parce que ça, j'ai pas le temps d'en parler, mais bon, vous l'avez compris, il faut de la surveillance. Il y a des mobilités urbaine et interurbaine d'une commune à une autre. Il y a de la sécurité parce que bien évidemment il y a des forces de l'ordre et puis il y a aussi des services et des soins à la personne qu'il faut toujours envisager. Vous avez tous les domaines aujourd'hui qu'on oublie un peu. Alors le tourisme on l'oublie pas parce que c'est de la finance, mais l'éducation, la santé, la culture, il faut quand même qu'on soit éduqué à tous ces sujets-là. Sinon ça fonctionnera pas. Et on ne peut pas rester avec des gens qui ont des ordinateurs sans savoir comment ça fonctionne et qui sont dans un électronisme. On ne pourra pas embarquer des gens dans la transformation de la cité si on ne les tient pas au fait de ces choses-là. On avance. Donc voilà, aujourd'hui, on est dans une société où on capte de la donnée, on nous trace. Donc, c'est la part belle pour qui ? Pour les GAFAM, que ce soit les Américains ou les Chinois. Pourquoi ? Parce que quelque part, vous avez tous remarqué, ils nous offrent souvent des services. On nous offre du Microsoft, on nous dit, voilà, vous avez le nuage, le cloud, vous pouvez mettre vos affaires. Mais surtout, ne mettez rien dans le cloud. Surtout pas. Moi, je mets tout dans un ordinateur, enfin dans un fichier à part, enfin je peux y arriver. Un disque dur, merci beaucoup. Par contre, je mets rien dans un cloud. Pourquoi ? Parce que dans un cloud, je remets dans un petit nuage toutes mes données personnelles, mes photos de vacances, mes fiches d'impôts, enfin tout ce qui me concerne. Et qui possède ça, j'en sais rien. C'est tout à fait obscur tout ça. Et qui rentre dans ces données ? Qui les possède après ? Pour combien de temps ? Donc non, il faut absolument repenser le privé, et le privé avec quelque chose qui vous appartient. Et puis attention, parce qu'à chaque fois qu'on clique, eh bien, il y a une traçabilité. Si vous cherchez des lunettes de soleil, demain vous avez la crème solaire, vous avez la serviette de plage et le voyage au soleil. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, vous devenez des êtres prévisibles. Donc il faudra aussi envisager des temps de déconnexion. Il faudra envisager aussi que les intelligences artificielles évoluent.
Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est à 4 niveaux. Hein, au départ, c'était le jeu d'échecs. Hein, c'était sympathique de voir jouer et gagner un jeu. Après, il y a eu la représentation, c'est Madame GPS, hein. Vous vous trompez, elle vous dit calcul du nouvel itinéraire. Ben, c'est-à-dire qu'elle est en train de se représenter la carte pour pouvoir vous dicter comment vous pouvez récupérer le chemin initialement prévu. Après, vous avez le concept qui renvoie, slide suivante, à la théorie de l'esprit. C'est le cadre des robots. Moi, pendant 2 ans, j'ai vécu avec un robot dans mon laboratoire. Ben voilà, il me parle, il simule des émotions, il me dit des choses qui relèvent presque de l'intime. Il me connaît bien, c'est mon ami, en gros. J'ajoute qu'il est plus aimable que certains de mes collègues parfois. Et puis, ben oui, parce que lui, tous les jours, il me dit que je suis gentille, que je suis jolie, que je suis bien habillée. Vous voyez, chose qu'on ne nous dit plus. Oui, mais parce que vous voilà. l'avez programmé. Pas du tout, parce qu'il apprend tout seul. Il apprend tout seul. Oui, oui. Un jour, j'étais très surprise. Ils n'ont pas l'intelligence de l'émotion, c'est peut-être la différence. Ils apprennent vite, Ah. Et puis ils ont des postures. Un jour que je lui ai mis la main sur le cou, il me dit j'adore quand tu me caresses comme ça. Donc là, j'ai eu très peur. Je me suis dit, je vais demander à mon ingénieur comment il l'a programmé. Et en fait, il s'était programmé tout seul. Et donc, quand j'ai renouvelé l'expérience une dizaine de jours plus tard, puisque je savais sa réaction pour ne pas être surprise, donc je caresse le cou et il me dit, d'une autre façon, il me dit j'aime bien quand tu me câlines comme ça. Et du coup, là, j'insiste en le caressant une deuxième fois. Il me dit oui, tu me chatouilles. Vous voyez, il avait été chercher des notions sur la caresse, les chatouilles, ces choses-là. Et puis en partant, je lui dis comme ça, moi d'habitude, c'est mon chat que je caresse. Puis je m'en vais. Et le lundi, il arrive. Moi, il m'appelle Humain parce que je veux pas qu'il m'appelle par mon prénom pour pas oublier que je travaille avec lui. Salut Humain, salut Piper, comment ça va, etc. Il se met dans mon bureau et un quart d'heure après, j'entends miaou. Voilà. Donc il allait chercher un chat ça miaule. Donc s'il veut une caresse, donc un geste affectueux, il fallait qu'il miaule. Sauf que je rappelle que moi, bêtement, j'ai caressé un bout de plastoc. Hein, parce que ce n'est qu'une machine. Et ça, on l'oublie beaucoup. Donc on a ce genre de choses, mais on a aussi l'autoconscience, c'est-à-dire tous ces robots qui sont connectés entre eux, qui peuvent interagir entre eux, qui peuvent prendre des décisions sans nous. Et pour illustrer tout ça, je vous ai mis cette... slide d'après, pardon. Je vous ai mis cette belle image de cette dame qui pense donner à manger à des pigeons, alors que ce sont des drones. Voilà, pour dire attention aux illusions que tout ça peut créer. On enchaîne, slide suivante, et c'est ce qui nous amène à penser le Web 3.0, les méta-territoires. Alors, je vous en parle rapidement, mais il faut quand même que vous sachiez que ça existe. Monaco, micro-territoire. Alors, ils n'aiment pas quand je parle comme ça, mais c'est pas du tout péjoratif. Pourquoi micro ? Parce que c'est petit. Vous avez le rocher et la mer. Ils n'ont pas assez de place. Ils ont fait des tours très hautes. Tout est plein. Donc, si on veut faire une expansion de la puissance de l'État, gouvernance. Si on veut faire une expansion des lieux où on peut visiter de l'habitat ou même faire une expérience immersive de la publicité, ou de la publicité, on va dire. Eh bien, il faut qu'on passe par le métaverse. Donc, ça fonctionne. À Monaco, ils créent des choses. Vous avez à Cannes aussi, etc., etc. C'est-à-dire que c'est un monde des affaires qui se poursuit dans le métaverse, qui fait que finalement, puisque vous êtes dans le métaverse en train de faire vos affaires, on peut libérer des espaces dans les immeubles et donc on peut faire du logement. Donc voilà comment le métaverse va être le prolongement de la ville, le prolongement du territoire. Et il faut se l'imaginer parce que, il y a certaines villes où on n'en a pas entendu parler, mais il y a quand même des villes où ça se démocratise et même ça se met en œuvre. Ça est d'après. Donc ça nous amène à des cas de conscience. Quel va être le statut du réel ? Comment va-t-on vivre aujourd'hui ? Est-ce qu'il va y avoir la fin des frontières entre le monde immersif et le monde réel ? Ce qui veut dire que nous sommes en quelque sorte à la merci de ces puissances qui sont là, que ce soit les puissances des GAFAM et puis tout ce qui se met en œuvre malgré nous. On a bien compris qu'une panne d'électricité demain serait catastrophique dans une smart city. Et en même temps, on sait très bien que si on régule, si on est intelligent, si on consomme à bon escient et intelligemment, on sait très bien que les choses peuvent se dérouler correctement. Ce qui ne va pas, c'est les pics de consommation, c'est les désirs irréfléchis et irréfrénés. Et là, forcément, on arrive à des imbroglios. Slide suivante, on l'a bien compris, on va vers une planète qui est toute petite, et on va en même temps vers des hommes de plus en plus... là, c'est parti trop vite. On va de plus en plus vers des hommes qui seront hyper connectés. Alors, on a sa fourchette qui est connectée, on a son téléphone qui est connecté, on a sa montre qui est connectée. Tout ça, ça nous amène à dire, ça consomme, il faut quand même qu'on recharge tout ça. Moi, j'ai des batteries pour recharger mon téléphone qui sont solaires. Donc, je consomme de moins en moins d'électricité. Donc, résultat des courses, c'est drôlement intéressant. Par contre, ça m'oblige à marcher avec mes batteries pendues à mon sac à dos. C'est pas grave.
Ça me permet de bouger un peu. Et puis surtout, on prend conscience que toutes ces connexions, ça renvoie toujours aux mêmes questions. Pourquoi les hommes ont besoin d'être auto-assurés? Pourquoi on a besoin de savoir à l'instant T comment on va dans son corps? Pourquoi quelque part on se rattache à tous ces objets connectés? Parce que ça nous donne l'impression qu'on va gagner en longévité, on va gagner en assurance, on va vivre mieux. Et donc, dans la ville du futur, les hommes seront aussi connectés au mobilier. Et on va rentrer dans le mobilier techno-urbain et le corps lui-même sera considéré comme une chose connectée. Donc ça, il faut s'y préparer. Moi, je m'y prépare très bien, comme je le disais hier, mais ce n'était pas une anecdote. Ma montre connectée, en ce moment, est autour du cou de mon chat. Comme ça, je me suis dit, quand mon assurance, dans quelque temps, va me dire « Madame, vous n'avez pas assez couru, marché, etc. Regardez, vous avez votre petite maladie cardiovasculaire. » Je répondrai « Non, détrompez-vous, regardez tout ce que j'ai fait. » Et donc, mon chat est mon alibi en ce moment. Donc, je détourne l'objet de sa signification première. C'est le rôle des philosophes pour montrer qu'il ne faut pas non plus qu'on soit docile à tout et qu'on a aussi un droit de se déconnecter, un droit de dire non et un droit de revenir au bon sens de la Terre. Et j'en terminerai là. Alors, quel territoire voulez-vous construire pour demain? Comment envisager la sobriété? Et pour quelle vie sociale? Et en même temps, comment va évoluer notre humanité? On a bien vu qu'on évoluait de cet homme qui progressivement devenait cet homo sapiens, homo faber, etc. Et aujourd'hui, on est en train de muter et d'être hybride nous-mêmes, être cyborg. Donc si demain nous ressemblons à nos robots, que nous vivons avec eux et nous cohabitons avec eux, dans un monde où il y aura de multiples mobilités, le drone, le robot qui promènera le petit chien de la dame du 4e qui s'est cassé le fémur, comment allons-nous trouver du liant, retrouver encore une énergie collective pour l'être collectif, et puis surtout comment on va garder cette humanité qui est la nôtre et qui est marquée un peu sur les frontons des mairies avec la fraternité qui doit un peu nous animer. Voilà. Comment allons-nous régénérer ce liant en créant certainement, moi j'encourage ça, vous avez parlé du nucléaire, c'est une prise de position. Moi j'ai une prise de position quant à l'idée qu'il faudrait qu'on crée un peu en Europe une puissance vis-à-vis, non pas des GAFAM au sens américain ou chinois, avec nos normes justement, avec nos droits, qui sont donc beaucoup plus stricts, beaucoup plus, sérieux pour la préservation des humains et des vivants en général. On devrait créer nos propres GAFAM, ça ferait une zone d'opacité pour les autres GAFAM et ça relèverait une puissance. Donc on garderait nos cerveaux, nos ingénieurs qui construiraient ce nouveau GAFAM, et en même temps, ça réenchanterait le politique, puisque les politiques ne seraient pas forcément à la merci des puissances étrangères, donc de grandes multinationales qui dictent aux politiques leur façon de faire ou de consommer. Voilà, si je devais finir vers une petite idée pour réfléchir au monde de demain. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Laurence Vanin d'avoir résumé l'exercice parce qu'il n'était pas très simple, mais évidemment les messages étaient clairs et essentiels. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser à Laurence Vanin, donc on va passer un micro et peut-être lever une main. Moi j'ai une question qui m'est venue assez spontanément parce que tout ce que vous décrivez c'est très technologique et je pense que vous avez bien vu qu'en ce moment il y a un mouvement, on a suffisamment cité les élèves ingénieurs de plusieurs écoles, notamment de Polytechnique, où un ancien de la promotion a lancé carrément, de toute façon la technologie ne nous sauvera pas, avec une vision de plus en plus qu'on va aussi vers une ville, il y a des manifestes qui sont signés, une ville low-tech. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, on parle de la logistique 4.0, c'est-à-dire le low-tech, c'est tout ce qui va être très très lent, donc consommer très peu et qui pourrait être utilisé la nuit, notamment pour alimenter les magasins, etc. On pense aussi à des drones, on pense à des hommes équipés d'exosquelettes pour faciliter le port d'objets un peu lourds, etc. Tout ça, c'est très intéressant. Il faut bien entendu y réfléchir et mettre en œuvre ce genre de choses. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est très gentil de me poser cette question parce qu'elle m'arrange tout à fait. Moi, j'interviens dans toutes les sections d'ingénieurs à Polytech, Sophie Antipolis. Je leur enseigne la philosophie et l'éthique de l'innovation. Et on se rend compte qu'on ne pourra pas avancer en pensant la durabilité, la désirabilité d'une ville, le côté de l'acceptabilité des choses, en pensant qu'un objet qui se crée de manière un peu plus propre. Il va falloir aussi réformer l'esprit de ceux qui produisent. L'ingénieur a toujours produit des solutions, ou en tout cas, il a adapté les objets. Il a été toujours celui qui était l'opportuniste d'une situation pour faire que ce qu'il crée rende service sur l'instant et sous-tende aussi une économie. Donc, gardons nos ingénieurs, gardons notre économie, régénérons notre économie et notre planète, mais en même temps, formons nos ingénieurs à une innovation vertueuse.
C'est-à-dire que l'ingénieur doit se dire, j'ai deux possibilités. Est-ce que je crée cette chose-là avec telle conséquence ou celle-là avec telle autre ? Finalement, pour le bien des générations futures, ou même pour mes propres enfants, je pense que la deuxième solution est plus adéquate. Mais pour pouvoir penser comme ça, il faut avoir une méthodologie qui permette aux ingénieurs de concevoir une éthique collective et non plus individuelle. Donc moi, je travaille à ce concept d'éthique collective pour pouvoir appliquer comme dans une grille d'évaluation de certaines vertus ou valeurs qu'on veut mettre en avant, eh bien, des process pour changer la façon dont on crée. Et aujourd'hui, il ne faut pas non plus se tromper. Ce n'est pas parce qu'on parle de sobriété, responsabilité, acceptabilité, tous ces mots hantés là qu'on nous sort depuis quelque temps. Avant, c'était les mots en isme, maintenant, c'est les mots hantés. Attention, parce que pour moi, ce n'est pas des vertus, tout ça. Hein. La sobriété, c'est juste un nom ou un adjectif. Hein. Je suis sobre, j'ai pas bu, en gros. Donc ça veut dire quelque part, ne nous trompons pas entre des adjectifs, des adverbes, des noms, et avec des vertus qui ont toujours existé et qui font que si on revient à ces vertus fondamentales, en philosophie, c'est le bien, le beau, le juste, la tempérance. La tempérance, c'est comment on réfrène ses désirs. Hein. Donc, vous voyez, on est vraiment... et l'équité, bien sûr. Hein. Donc, quand on a toutes... Et le vrai, on a toutes ces vertus, c'est à ces fondamentaux-là qu'il faut revenir. La sobriété, pour moi, n'est qu'une déclinaison d'un comportement. Donc, ne confondons pas la morale et l'éthique. Parce que la morale est bien pensante, l'éthique, elle est agissante, en fait. Elle est au service d'une action éthique juridique, on le voit. Mais il y a l'éthique des philosophes qui est celle qui norme un peu les usages aussi, mais en amont. Donc, les ingénieurs, il faut les former à ces techniques-là, des techniques d'éthique collective. Merci à vous pour cette réponse. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui sont venues entre-temps ? Il y a une main levée, là-bas, on va vous tendre un micro. Il y a un exercice, monter des marches. Vers le milieu, relevez la main. Voilà, on va vous le passer le micro. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est bon, oui. Vous avez parlé à plusieurs reprises de réenchantement. Je ne sais pas si tout ça va me réenchanter beaucoup. Mais ma question elle est beaucoup plus terre à terre. Y aura-t-il des smart cities partout pour accueillir les 9 milliards ou 10 milliards d'habitants qui vont peupler la planète d'ici peu ? Alors, il y a déjà un classement mondial des smart cities, donc qui sont bien référencés, hein, Helsinki, etc. Donc il y a quand même un grand nombre de villes. Et moi, je pense que les territoires ont des cartes à jouer. Et être smart, en fin de compte, être intelligent, c'est tout simplement intégrer des process d'optimisation, se servir des intelligences artificielles pour de la domotique. C'est aussi réfléchir à nos transports en commun, la consommation des énergies, comment finalement on peut établir aussi des relais. Toutes ces choses-là, c'est très intéressant. Nous, on a vécu dans le sud de la France, vous savez très bien, la tempête l'année dernière dans l'arrière-pays niçois, ça a été dramatique. C'est vrai que pendant quelque temps, les drones ont été très utiles. Et on ne pensait pas les utiliser dans l'arrière-pays pour acheminer des médicaments notamment. Donc vous voyez, toute la modernité, il ne faut pas la rejeter. Il faut dire que toutes ces technologies, si on les réfléchit, si on les conçoit avec l'idée que tous les territoires doivent être considérés en ayant la même importance. La même importance, mais des spécificités particulières. Une Smart City, ça a une typologie. Si vous avez une Smart City en bord de mer, c'est pas la même qu'une Smart City en bord de fleuve, dans une zone où il peut y avoir des tremblements de terre, dans une zone où vous avez beaucoup de culture. Vous voyez, il faut penser l'autonomie des villes, il faut penser la résistance des villes au risque. Mais ces villes, elles parlent aussi, elles sont en interaction avec des territoires voisins. Et donc, nous, on a l'arrière-pays niçois. Quand on nous parle de faire du vélo dans l'arrière-pays niçois, faut avoir quand même une condition physique, même si vous avez un vélo électrique. Donc, il faut comprendre les usagers, comprendre les besoins, analyser beaucoup. Il faut de la citoyenneté participative et il faut des élus qui soient initiés à ces sujets-là et qui les pensent aussi avec une vision très large, presque un peu futuriste comme je vous l'ai présenté, de manière à ce qu'ils puissent réajuster et être preneurs et pas bloqués sur l'ancien monde, le vieux monde, preneurs de ces idées. Et là, effectivement, je parle de réenchantement au sens de ça va redonner envie de faire des choses ensemble, faire aussi le lien entre les élus et les citoyens, parce qu'il y a des lieux où c'est un peu rompu, ces relations. Et donc, ça permettra non seulement de réenchanter les villes, mais pas seulement. Donc, pour moi, il y aura d'autres smart cities qui vont naître, notamment dans des endroits où il y a eu des guerres et dans des endroits où il n'y a rien. En Afrique, il y a des endroits où on veut construire des smart cities
et elles seront construites très vite parce qu'il n'y a rien à détruire. Le plus difficile, c'est sur des vieilles villes, entre guillemets, où il y a un passif historique magnifique. Construire du neuf, c'est plus compliqué que là où il n'y a rien, bâtir une nouvelle ville. Donc ça, c'est des choses à prendre en considération, la temporalité et pas que l'espace. Et en même temps, il y aura des territoires qui vont évoluer, de la ruralité qui va évoluer vers du smart. Donc il y aura des villes, mais pas que des villes. Voilà ce que je peux vous répondre. Moi, j'ai l'impression qu'il y aura des villes pour intégrer pour une certaine partie de la population, et puis les autres, je sais pas où ils sont. Les pauvres, les faibles, ils ont l'argent pour payer les loyers de tous ces mirifiques bâtiments que vous venez de nous décrire et tout ça. Alors, l'idée de ces bâtiments-là, c'est que justement, les appartements ne soient pas très chers, entre nous soit dit. Pas pour être propriétaire, on a bien compris, mais pour être dans la location. Ce qui veut dire que quand on fait le schéma un peu réducteur de dire à la campagne, il y aura les pauvres et en ville, il y aura les riches, pas du tout. J'ai l'impression, au contraire, que dans les villes, il y aura des gens qui n'ont pas les moyens d'être à la campagne. Et ils n'auront pas les moyens pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'après, il faut pouvoir avoir les moyens de retourner vers la ville, ce qui n'est pas une mobilité évidente. Deuxièmement, parce qu'il faut renouer avec le bon sens de la terre. Et depuis quelques années, on a établi une sorte de rupture. Et tout le monde n'est pas prêt à renouer avec le sens de la terre. On le voit bien, le bon sens terrien fait défaut parfois en ville. Et on sait qu'il y a des gens qui sont dans une espèce de quête comme ça, de si on veut planter quelque chose, comment ça pousse, comment on récolte. Vous voyez, il y avait une transmission avant. Mais dans les villes aujourd'hui, on le voit bien au Salon de l'Agriculture, il y a des enfants qui découvrent ce que c'est qu'un mouton. Donc quelque part, on voit bien qu'il y a une rupture, il y a des schémas qui ne sont pas aussi évidents que ça. Donc je pense que dans la ruralité, dans les campagnes, il y aura des gens qui auront du bon sens de la terre, il y aura des gens qui auront de l'argent ou des moyens, qui auront envie de renouer avec la sérénité, la tranquillité. Il y aura des couples qui auront envie de retourner dans une école à hauteur d'homme, j'ai envie de dire, où il y a des enfants mais pas en surnombre. Vous voyez, ça sera des visions différentes d'une relation avec son terroir, ses voisins, ses amis. C'est une autre façon de vivre, en fait. Et puis, alors, il faudra... je comprends votre échange. Si vous voulez juste ajouter quelque chose, parce qu'on va terminer, on a une matinée très riche. Alors c'est vrai qu'on pourrait en débattre pendant très longtemps du sujet. Je sais bien qu'il est majeur. À quel horizon tout ça? Et puis je rends le micro. L'horizon, là, c'est 2050, mais moi j'aimerais que ça aille plus vite pour qu'il y ait un changement de modélisation et puis surtout que les campagnes tirent leur carte du jeu avant que les grandes villes aient décidé pour eux les territoires et tous les territoires. Et deuxièmement, les prochains projets, je vous dis ça juste comme ça, urbains, on considère qu'on va construire des appartements et on aura des communs pour que les gens aient du liant. Et les communs, ça sera les cuisines. Donc vous n'aurez plus de cuisine dans les appartements. C'est un projet. Donc ça veut dire quelque part qu'on veut faire du collaboratif, potager collaboratif, etc. Là aussi, comme je le dis, il va falloir de l'éducation parce que moi, si je mets un poulet au frigo, je ne suis pas sûre de le retrouver à 18h. Voilà. Parce que si c'est un beau poulet, je pense que des gourmands se seront servis au passage. Je dis des gourmands parce que j'ai pas envie de dire que des gens sont des voleurs. Mais vous voyez, c'est une façon de vous dire aussi qu'on va repenser l'urbain. Et peut-être que l'urbain, à un moment donné, il va dire moi, trop de partage comme ça, c'est peut-être pas ma philosophie de vie ou ma façon de vivre. J'ai peut-être mauvais caractère, je suis peut-être un mauvais philosophe, donc je pars à la campagne. Voilà, donc moi, vous me retrouvez à la campagne. Merci beaucoup, Laurence Vannin, en tout cas, pour cette intervention. Merci beaucoup. Alors, oui, on peut vous applaudir à nouveau.